Et bonjour à tous. Et il est 10h01, nous sommes à l'heure. Et Damien ne me contredira pas, c'est une grande qualité à l'IRABD. Complètement. Voilà. Alors je vous préviens, pour les participants qui nous ont déjà rejoints, nous avons des personnes qui sont vraiment motivées ce matin pour intervenir. On est chaud. Ils sont très chauds, je crois. Avant de commencer à se présenter, messieurs, est-ce qu'on n'aurait pas dû aller on fait des webinars, est-ce qu'on ne devrait pas faire plutôt du Clubhouse? Parce que c'est l'élément du moment, et comme on parle de tendance digitale 2021, je pense que Clubhouse, voilà. Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû faire du Clubhouse? Je vous gardez la question et vous gardez vos réponses surtout. Je reviens tout de suite vers vous. Rapidement, qui je suis? Je suis Christophe Thiel, le gérant d'une société qui s'appelle Blueboat. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles gagnent de l'argent ou qu'elles en économisent durablement sur le web. Voilà, c'était la partie pub de Blueboat. Mais je suis également fondateur d'un événement qui s'appelle l'IRABD. Et l'IRABD, ça existe depuis 10 ans maintenant. Et donc, on fait intervenir des personnes qui ont des choses à dire sur des sujets. Et ce matin, je reçois 3 personnes qui vont se présenter. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais commencer peut-être par Damien, parce que Damien, c'est le co-présentateur de l'IRABD. Damien, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Rapidement, voilà, tu prends un risque. Allez, je vais essayer de le faire en cours. Bonjour, je suis Damien Denis, je suis explorateur en innovation numérique et médias sociaux. Je suis aussi un créateur de contenu et enseignant. Voilà, j'ai fait tout. Et tu as une très belle bibliothèque, on dirait Augustin Trapenard. Voilà. Et ça, c'est mon petit hobby, effectivement. Je rêve de devenir Augustin Trapenard ou peut-être de refaire une ressuscité d'apostrophe, peut-être sur Clubhouse. La réponse arrive. Alors par contre, ça commence à... Alors je fais une parenthèse, pardon. Dans le chat, moi j'ai à droite, alors je sais plus si les intervenants vous l'avez également, mais à droite il y a le chat. Ça commence à discuter. A priori, c'est bon, ça marche, ça fonctionne, tout le monde nous entend. Pour rappel, pour tous les participants, alors ça va nous rejoindre au fur et à mesure, j'imagine. N'hésitez pas, il y a le chat, mais il y a la partie questions. Moi, ça me permettra de prendre vos questions et j'aurai un choix qui sera très simple, c'est-à-dire je prendrai les questions qui m'intéressent et je les redonnerai. Voilà, ça s'appelle la dictature, mais ça arrive. Christophe, Christophe, tu te présenteras après parce que tu as des choses à nous raconter. Nicolas, qui es-tu, d'où viens-tu? Bonjour, Nicolas Sévic. Moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans des agences de communication corporate et RP. Havas, Publicis, Burson, et actuellement je suis directeur d'innovation chez IRSAC Communication. Voilà, en gros. Okay. Je suis très impliqué dans la vie digitale, on va dire. J'ai longtemps blogué, je suis très présent sur Twitter. Parfait. Christophe Asselin, on te présente encore. Allez, Christophe. Allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je travaille chez Digimind au marketing. Donc, Digimind, on est éditeur de logiciels de veille et de social media listening, c'est-à-dire qu'on va écouter les conversations et les analyser, les conversations sur les médias sociaux et tous les espaces de discussion du web. Et puis, je crée du contenu également, comme ce merveilleux guide tendance dont on va parler. Tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, on va vous parler du guide tendance 2021, un guide tendance digitale de 2021 qui est édité, ça fait combien de temps, Christophe, qu'il est édité par... Sous cette forme-là, c'est depuis 4 ans. Avant, on faisait des petites interviews, mais sans les compiler. Okay. Depuis 4 ans, on recueille les points de vue sur les tendances social médias, marketing, et plus généralement, plus largement, sur tous les pratiques et les usages numériques qui évoluent. D'accord. Ok. Donc, peut-être rapidement, toi, les éléments que tu as, les grandes tendances qui sont ressorties du guide, parce qu'on va se focaliser, nous, que sur une partie, mais est-ce que tu peux nous redonner les éléments, les grandes lignes, en fait, de ce qui est ressorti? Les grands types de tendances, donc des différents contributeurs. Alors, les contributeurs, c'est des profils diversifiés. Il y a des veilleurs, des analystes, des communicants, des consultants, des enseignants-chercheurs. Les tendances, il y a d'abord des grandes tendances qui concernent l'impact de la crise Covid et l'environnement qui a été bouleversé. Donc, c'est à travers notamment la recherche de sens
et aussi la recherche de sincérité qui est nécessaire de la part des entreprises. Il y a aussi des tendances qui tournent autour de la mutation de l'Internet en général et la mutation des réseaux sociaux. On voit qu'il y a une certaine fragmentation de l'Internet avec la volonté d'Internet souverain par certains pays, une grosse pression sur les réseaux sociaux pour davantage modérer, réguler, la montée de réseaux sociaux privés, de groupes privés sur les médias sociaux. Il y a aussi des tendances qui concernent la survie et la résilience. Donc, on parle de fatigue, on parle d'échapper au réel avec la réalité virtuelle, mais aussi des réseaux sociaux pour maintenir le contact. Et puis, qui dit résilience dit adaptation. Donc là, il y a certaines personnes qui ont parlé de révolution des interactions, notamment avec le télétravail, les réunions, la grande poussée de la vidéo. Et puis, enfin, on a des choses un peu plus opérationnelles, donc des tendances qui concernent les stratégies et les outils marketing plutôt au quotidien, et donc les évolutions qui sont attendues pour 2021. Ok, top. Alors, on a 70 pages dans ce guide, à peu près. Donc, bien entendu, on ne va pas pouvoir passer sur chaque tendance, chaque page, chaque élément. Donc, on a décidé d'un commun accord de se focaliser sur la partie marketing. Voilà. Donc, on va essayer. Je pense que ça va partir sûrement sur d'autres sujets, connaissant mes intervenants. Donc, on va effectivement aller sur la partie marketing. Et je vais commencer tout de suite sur la question que je posais juste avant, parce que c'est complètement d'actualité et finalement, entre l'écriture du guide et aujourd'hui le webinar, je crois que Clubhouse est arrivé à peu près dans cette période-là, ou en tout cas, c'est démocratisé. Et déjà, on a une question de Loïc qui nous dit, est-ce que Clubhouse n'est pas surcoté? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Alors, on va se donner une règle du jeu, messieurs. Je vais essayer qu'on fasse une réponse tous ensemble en 5 minutes. Comme ça permettra de passer un maximum de sujets et surtout de passer aussi les questions de nos participants. Voilà. Alors, Clubhouse surcoté, un effet de mode, est-ce qu'on aurait dû faire le webinar, en tout cas l'intervention que l'on fait ce matin sur Clubhouse? On aurait pu. On n'aurait pas pu, parce qu'on n'aurait pas eu assez d'invitations pour tout le monde. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a de la hype. C'est pour ça qu'il y a de la hype. C'est parce que c'est VIP. On explique peut-être c'est quoi le fonctionnement de Clubhouse? Quelqu'un s'y colle? C'est une AG à ciel ouvert. Voilà, c'est comme à la fac à l'époque. Okay. Une AG à ciel ouvert. Parfait. Le micro, j'ai un truc à dire. Concrètement. C'est un peu ça, effectivement. Quelqu'un chope le micro et le passe s'il veut ou pas. Oui, c'est ça. Non, mais je plaisante à moitié quand je dis ça. Donc, c'est un réseau social 100% sonore pour mettre un peu des mots clairs. C'est ça, c'est un réseau social 100% sonore avec des rooms, des clubs. Donc, en gros, on rejoint une discussion, on rentre, on écoute. Si éventuellement on veut prendre la parole, on lève la main. C'est pour ça que je vous parlais d'AG. Et ensuite, on vous donne le micro ou pas. Et puis, vous dialoguez. Ce n'est que du live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas du contenu froid. On n'enregistre pas des messages que les autres pourront voir plus tard. C'est uniquement du live. C'est ça. Okay. Pour répondre à ta question, Christophe, on aurait pu, sans aucun problème, et d'ailleurs, ça aurait pu donner une certaine proximité, je pense, avec les questions qui sont posées, parce que la magie de la voix, c'est que ça permet de créer le fait qu'il n'y ait pas d'image permet de rapprocher les gens. Et c'est le principe de la radio, c'est la magie de la radio aussi. C'est le fait que d'avoir dans le creux de l'oreille quelqu'un qui vous parle, c'est pas la même chose que de regarder un écran de télé où il y a une certaine distanciation. Un écran de télé ou d'ordinateur. Donc, je pense qu'il y a un vrai truc. Alors, Clubhouse ou Twitter Spaces ou Stereo ou ce que vous voulez parmi la quinzaine d'outils qui se sont lancés, qui sont en train de se lancer, je pense que la question, c'est le médium voix. Et le médium voix, j'y crois beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que je podcast déjà depuis un bon petit moment avec les éclairs du numérique. Et j'y croyais pas, j'aurais arrêté. Deuxième élément, je pense que la voix, c'est quelque chose qui est très plastique. C'est quelque chose qu'on peut superposer à sa vie de tous les jours, qui fait qu'on pouvait faire des courses où, par exemple, moi, le matin, j'amène ma fille et j'écoute la radio, Clubhouse ou de la musique. Et donc, vous pouvez superposer ça. Moi, j'appelle ça la bande-annonce de votre vie, la bande musicale de votre vie. Et donc, je pense que la voix a ce côté un peu portable et volatile qui est beaucoup plus pratique que de regarder une vidéo ou de lire un texte qui nécessite d'être focalisé sur un point d'attention. Et donc, en ce sens, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Et il n'y a pas de hasard si ça arrive maintenant. C'est que comme on est pour la plupart cloîtrés chez nous et qu'on en a un peu marre de la visio, eh bien, c'est le bon moment. Et comme toute innovation, il lui faut son moment. Et ce moment, très souvent, c'est un alignement entre des usages, l'innovation et la valeur. Et là, c'est aligné.
Nicolas, tu penses? L'idéal, c'est qu'on peut écouter Clubhouse pendant qu'on fait des réunions Zoom, quoi, ou des réunions sur Teams. Donc voilà, ça fait passer le temps. Mais j'ai une question pour alors, Nicolas ou Christophe. Vous pensez que justement, parce que là, j'imagine que les personnes qui nous suivent aujourd'hui ont envie de savoir si ces tendances vont se concrétiser et il faut aller à fond dedans. Alors effectivement, actuellement, Clubhouse, c'est vraiment réservé. Vous avez 2 invitations par personne quand vous avez été coopté, enfin, ou invité. Par contre, alors donc ça en fait un cercle actuellement, je pense, qui est assez fermé pour le moment. Est-ce que les entreprises doivent s'y intéresser ou pour l'instant, c'est qu'une mode et on attend de voir ce que ça va donner? Il y a des entreprises qui sont toujours un peu en avance et qui aiment bien tester. Et ça a sûrement des fonctionnalités intéressantes, notamment par le principe d'avoir du live. Il y a un truc qu'on a vu, notamment avec Damien cette année, c'est que l'événementialisation, elle est très importante. On a l'impression d'être dans une vie pendant cette période un peu bizarre, qui s'étire en longueur. On va de visio en visio et on s'ennuie. Donc finalement, créer du momentum comme ça a une valeur particulière. Avec Damien, on a fait l'exercice de voir comment on peut organiser un événement qui soit à la fois à distance, avec du live, avec de la vidéo. On a vu que ça a créé d'abord un effet pour l'interne, et il y a peut-être des choses à faire dans l'interne. En externe, c'est très différent. Je pense que, à part des marques grand public qui auront des choses, ou qui ont par exemple une signature sonore reconnaissable, ou qui ont des voix dans les publicités qui sont soit des ambassadeurs connus, soit des voix reconnaissables, sans doute. Mais je pense que pour l'instant, ça ressemblera surtout à quelque chose, un outil interne qui peut fédérer. Ça peut créer du momentum. Typiquement, le mot du patron, je sais pas, la venue d'une personnalité. Il y a des marques qui vont essayer. Tout le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On va pas se mentir, elles vont essayer, puis elles vont communiquer sur le fait qu'elles ont essayé, puis tout le monde dira waouh, c'est vachement bien, elles ont essayé. Non, mais ça s'appelle le marketing. D'accord avec toi. C'est clair que Nico, c'est clair que il y a un aspect. Alors pour les boîtes, par exemple, ça pourrait devenir une sorte de conf call. Mais en fait, bon, voilà, super. Mais du coup, ça existe déjà. Mais non, oui, mais en termes d'usage, c'est peut-être plus simple de se brancher depuis son téléphone sur une application que de devoir appeler un numéro de téléphone, rentrer dans une room et ainsi de suite. Il peut y avoir une certaine fluidité supplémentaire. Dans tous les cas de figure, oui, moi, hier, Orange a fait un truc. Hier, Orange a ouvert une room il se trouve que je suis passé par hasard dessus, qui devait être privée. Et en fait, à un moment, pas de bol, quelqu'un a déconné, ils ont fait une erreur, ils l'ont ouverte. Et il y a plein de gens qui sont rentrés. Et le truc rigolo, c'est que ça s'est bien passé. Parce qu'en gros, au début, ils voulaient être entre eux et ils étaient un peu en panique. Et finalement, ça s'est très bien passé. Les gens sont rentrés, ils ont été très courtois et il n'y a pas eu genre ah ben Livebox ça ne marche pas ou bon etc. Et donc ça s'est bien passé. Donc je pense que malgré eux ils ont testé un truc. Donc peut-être que d'autres marques, d'autres boîtes vont tester des trucs. De toute façon aujourd'hui tout le monde est un peu en expérimentation. Hein. Là je me balade sur Clubhouse depuis plusieurs jours, depuis 15 jours maintenant. Et là depuis 2-3 jours on voit apparaître des journalistes. On voit Thomas Hervé, on voit Laurent Guimier, on voit le rédac-chef du Figaro, Laurent Fréhart qui arrive et ils viennent regarder leur propre chef, leur propre aveu, ils disent on vient regarder, on vient essayer de comprendre ce que c'est que ce machin. Donc voilà, donc c'est un terrain d'expérimentation, donc en clair c'est le meilleur moment d'y aller si vous avez la possibilité d'y être. Et comme dit d'ailleurs Caroline, elle dit c'est une radio participative et comme dit Maëlle, elle dit c'est comme Gmail au début. Oui, effectivement, au début de Gmail, on avait 10 invitations et voilà, il y avait le côté hype. Ben voilà, c'est en fait c'est un moyen de créer du hype, du VIP et à la fois ça permet aussi, la vraie raison c'est celle-là, hein, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle de la scalabilité, d'ailleurs de la mise à l'échelle des serveurs et qui permet de faire en sorte que le service ne pète pas tout de suite en faisant entrer petit à petit des gens au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le principe de la boîte de nuit. Ok. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Clubhouse. Parce que je suis désolé, on va avoir des transitions qui n'existeront pas. Hein, je vous dis tout de suite. On va passer d'un sujet à l'autre, mais c'était l'intérêt aussi de pouvoir avoir plusieurs sujets. Ça vous va? J'espère que c'est bon pour ça. Tout va bien. Parfait. Justement,
Nicolas, dans ce guide, tu nous as parlé d'un concept qui s'appelle le walk-washing. Et est-ce qu'il y a une quête de sincérité derrière ça? Alors, pour ceux qui ont déjà le guide, comme ça, vous pouvez suivre en même temps, c'est page 45. Nicolas est intervenu sur le walk-washing. Est-ce que tu peux nous définir le walk-washing et nous dire est-ce que ça va être une grande tendance de 2021? Si tu l'as noté, oui, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous expliquer? Et puis les autres, je vous laisse réagir. Alors, je vais commencer par un concept que tout le monde comprend et connaît. Hein. Le greenwashing, c'est faire croire qu'on est green alors qu'en fait, on l'est pas. Bon, ça, tout le monde voit ce que c'est. Donc, du coup, on va travailler sur le premier mot, ce qu'on appelle le mouvement woke, ou en tout cas le fait d'être woke. À une époque, un certain JCVD disait « aware ». C'est finalement être éveillé. Éveillé à quoi? Éveillé à des sensibilités sociales et sociétales. Par exemple, la question des minorités, visibles ou non, la question des LGBTQ+, la question de est-ce que je prends en compte un certain nombre de sujets sociétaux qui peuvent soit heurter les gens, soit effacer certaines personnes, c'est-à-dire ne pas les rendre visibles. Et ce côté un petit peu ultra sensible, évidemment, les marques s'en sont emparées parce qu'il y a eu plusieurs choses. Par exemple, le mouvement Black Lives Matter, qui est assez ancien, mais qui a eu une résurgence très très forte l'an dernier, il y a à peu près un an, là, vraiment. On a complètement oublié qu'il y a eu des émeutes à Portland, etc. Il y a des personnes qui effectivement se sont emparées des sujets et il y a des marques qui ont essayé de surfer là-dessus. À ce moment-là, il y a eu une sorte de mouvement populaire sur les réseaux sociaux qui était par exemple de faire apparaître dans sa timeline sur Instagram un carré tout noir sans rien dedans. Et le fait de le voir à plusieurs endroits partout. Alors, l'idée, c'était d'utiliser sans doute soit un seul hashtag, genre BLM ou Black Lives Matter, ou rien du tout, et de ne pas mettre d'explication. Et c'est le fait de voir tous ces carrés noirs, photos sans image du tout, devait permettre de faire prendre conscience et puis de montrer un soutien. Et là où c'est devenu un petit peu ridicule, c'est qu'il y a des marques qui s'en sont emparées, mais qui, par ailleurs, ne faisaient rien de spécial pour les communautés noires. Alors, on a eu deux trucs un peu absurdes. On a les marques qui ont voulu mettre quelque chose, mais comme ça ne collait pas à leur charte graphique, elles n'ont pas mis le carré noir. Absurde. Et puis une marque, alors je crois que c'est dans la galaxie LVMH, mais je ne saurais plus laquelle. C'est permis évidemment de dire, bah voilà, nous on donne la visibilité à des modèles à peau noire et de toutes les colorations. Et un top modèle noir américain s'est permis de les interpeller très publiquement en disant vous vous foutez de moi, il y a 2 ans vous m'avez refusé en me disant ouvertement que je ressemblais pas à vos clientes, etc. Donc la marque a voulu s'emparer du sujet pour montrer qu'elle faisait les choses bien, et le problème c'est que c'est pas toujours vrai. C'est ça le walkwashing. C'est comme le greenwashing, c'est montrer qu'il y a une belle intention alors que dans les faits, il y a plein de choses qui viennent contredire cette annonce. Et ça va être de plus en plus scruté. Et pour les marques, ça peut devenir même un terrain miné. Alors, si on n'en parle pas, on est insensible. Si on en parle, on a intérêt à être propre. Est-ce que Christophe, par rapport à ce sujet, est-ce que tu vois une tendance justement dans les parties, dans la veille que vous faites au niveau de Digimind, les clients que vous pouvez avoir, est-ce que ce sont des sujets qui sont mis sous surveillance justement, parce que j'imagine que derrière la problématique, c'est que ça peut faire une mauvaise réputation ou ça peut engendrer des crises liées au sujet. Alors, c'est de plus en plus englobé effectivement dans la veille de réputation. La réputation, c'est tentaculaire, on peut mettre plein de choses derrière. Et en tout cas, les plus grandes marques nous demandent souvent d'intégrer différentes dimensions d'éthique et de transparence et les impacts que ça peut avoir, et surtout de surveiller ce que font les autres, pas forcément les concurrents directs, mais les grands acteurs du secteur. Donc, il y a beaucoup de gens, notamment dans l'énergie et dans la banque, pour pas citer davantage de marques, qui regardent fortement ces aspects-là. Et puis aussi des gens qui se sont fait un peu malmener parce que c'était pas tout à fait du walkwashing, mais si vous vous souvenez,
Premier confinement, vers la fin mars, début avril, il y a eu beaucoup de campagnes télé où les marques disaient on pense à vous, on vous aime, tenez le coup, le collectif, on est bien tous ensemble, etc. Et il y a des marques qui ont été un peu secouées sur les réseaux sociaux en disant ouais, vous exploitez les choses, mais vous n'en avez rien à faire, vous réutilisez des vieilles publicités, vous rajoutez juste un petit slogan pour faire comme les autres. Donc c'est vrai que on a pas mal de clients qui regardent très attentivement ça parce qu'il peut y avoir des attaques très rapides, comme a dit Nicolas, hein, pour le groupe LVMH sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que Damien, c'est une Pardon, vas-y Nicolas, pardon. C'est une campagne, ouais, non, ça va être dégueulasse. Ah, si, on le voit un peu. C'était une campagne de courage et c'était juste écrit courage dans la même police. Et il y a eu vraiment un problème de clivage. Ils ont fait la même chose. Alors, ça doit être en janvier. Ils ont fait la même chose. Donc, ils avaient acheté une pleine page de publicité de la presse nationale avec juste marqué courage, signé courage. Et puis, il y a eu un mur qui a été peint dans le 14e. Donc, effectivement, il y avait un côté très « on est avec vous ». Et c'est vrai que sur le principe, la campagne est superbe, hein, c'est génial. Sauf que la mairie du 14e a fait savoir qu'en fait, ils n'ont jamais demandé l'autorisation pour peindre ce mur, sur lequel c'est d'ailleurs marqué interdit d'afficher. Et qu'en plus, pour que le mur reste bien blanc, ils avaient posté en bas un vigile, mais sans avoir prévenu qui que ce soit. Donc c'est ça aussi, ce côté absurdément insensible, ou c'est ce qu'on appelle un hiatus de communication. On dit un truc, c'est pas ça qui se passe. Damien, tu as une réaction par rapport à ça, ou est-ce que les marques, justement, doivent faire attention, doivent communiquer, et si elles le font, comment le faire, quoi? Ouais, c'est une question de 2 heures. Non, je souffle parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, c'est la question, si tu veux, de l'alignement, mais qui est, à mon avis, qui est le principe de base de la communication. En fait, à partir du moment où tu commences à être aligné, tu rentres dans le vrai et tu fais pas de la communication juste pour faire des claquettes ou pour être hypocrite. Ce qui malheureusement a beaucoup desservi et dessert encore le domaine de la communication. Vous savez, la fameuse phrase de « c'est de la com ». Donc, bullshit. Je pense que là où la com est forte, c'est lorsqu'elle est alignée par rapport entre la com et les intentions de la boîte et les actes. À partir du moment où on a ça, et ben ça fonctionne. Exemple typique, un Burger King qui va vous dire bon bah écoutez, vous savez quoi, venez pas chez nous, allez plutôt acheter chez la Pizza Dudule qui a du mal actuellement sur Deliveroo parce que nous en fait ça va bien. Donc allez-y, voilà, ou allez même chez McDo, c'est pas grave. Alors oui, on peut dire que c'est de l'embouche marketing au sens où ils profitent de quelque chose, mais la manière dont c'est fait et la manière dont, on va dire, on sent qu'il y a une intention derrière et l'alignement par rapport à la communication globale fait que ça marche. Donc, je pense qu'on a vraiment cette dimension-là d'alignement qui est hyper importante et qui plus est depuis l'apparition des réseaux sociaux. C'est pas nouveau. Pourquoi les marques, elles détestent les réseaux sociaux alors qu'en fait, elles les aiment pas parce qu'en fait, ça les oblige quelque part à une sorte de transparence ou mieux encore, ou pire, on peut leur pointer sous le nez des incohérences. C'est ça le truc. C'est qu'elles ne sont plus seules à pouvoir s'exprimer et elles peuvent être interpellées. Et si l'interpellation, elle est forte, ça prend de l'ampleur. Ce qu'on appelle le bad buzz, hein, c'est vraiment ça. C'est quand une marque est prise en défaut et que les réseaux sociaux jouent un effet de caisse de résonance qui remonte ce côté, bah tiens, voilà ce que tu me disais, voilà la vérité, et il faut que ça se sache. Voilà. Donc il faut. Pardon, vas-y. Non, voilà, donc juste pour dire qu'effectivement, il y a cette notion de congruence, de cohérence dans l'ensemble, et effectivement, aujourd'hui, les marques ont plus que jamais besoin d'être alignées par rapport à ça. Et donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de Clubhouse ou de Twitter, ces médias-là, on la caractéristique des médias synchrones quasiment. Donc, ça veut dire qu'en gros, on peut vous objecter quelque chose. Et qu'est-ce que détestent les marques en général dans la com? C'est de ne pas avoir le contrôle. Pourquoi est-ce que le live streaming vidéo n'a pas marché autant que prévu? Je suis vraiment bien placé pour en parler. C'est qu'en fait, la première chose qui remontait, c'était mais est-ce qu'on peut modérer les commentaires? Et la réponse est non, non. Et donc, par conséquent, cette notion de se dire je peux être pris en défaut, ça fait qu'elles n'aiment pas ça. Et donc, conclusion, ça ne fonctionne pas. Et la marque qui, elle, va être peut-être bien dans ses baskets, elle va avoir de la puissance par rapport à tout ça.
Du coup, peut-être un enseignement pour cette année et ceux qui seront tentés justement de venir communiquer sur des sujets. Moi, je parle de Covid washing, mais c'est de dire soyez alignés avec votre communication. Et un autre élément qu'on entend également, c'est si vous le faites, en tout cas, mettez en place de la surveillance et de la veille. Ce sera un élément important. Je pense que Christophe, tu ne me démentiras pas sur le sujet, mais voilà, faites attention, quoi. C'est clairement, on y va, on se pose des questions, on se fait bien accompagner, comme Burger King peut le faire, et derrière de surveiller les retombées. Il y a quelques années, dans une agence qui était assez connue pour la communication de crise, nous avions monté la Ligue des trolls extraordinaires en se disant qu'on allait passer au crible les campagnes avec des personnes qui avaient... alors, je vais stéréotyper, hein, il y avait un noir, une asiatique, un homo, etc. Et se dire, on va passer au crible de toutes les pires vacheries qu'on pourrait dire sur les campagnes qui passent et qui éventuellement pourraient être critiquées sur ce plan-là. Et se dire, voilà, si la marque est capable de répondre soit avec humour, mais pas dérision, soit avec quelque chose d'assez simple en disant, bah, en fait, voilà, tu pourrais me reprocher ça, mais voilà, en fait, voilà ce que je fais. On pouvait considérer que c'était un peu approuvé, c'est-à-dire que la marque était critique-proof, enfin, je sais pas comment le dire, mais elle était à l'épreuve des attaques les plus vaches, honnêtes ou pas tout à fait honnêtes. Et c'était intéressant, on l'a fait 2-3 fois et on a évité 1 ou 2 catastrophes, oui. Okay. Du coup, je rebondis, un autre sujet, une autre tendance, parce que Christophe, en fait, dans le guide, hein, tu es intervenu également, donc page 66. On parle souvent des réseaux sociaux et on en parlait à l'instant. Les marques peuvent voir le réseau social comme quelque chose de négatif, mais finalement, ils sont toutes les entreprises, toutes les marques. Toi, tu disais, mais ça peut être aussi un allié positif, en fait, le réseau social. Et toi, par rapport à cette année, la tendance sur les réseaux sociaux, justement, pour ce côté positif. Ouais, dans le guide, je voulais mettre un petit peu une note de positif dans ce monde de brut. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle des réseaux sociaux, c'est souvent... on n'a pas tout vu en noir, non. Hein. Dans les médias généralistes, mais pas que, quand on parle des réseaux sociaux, c'est sur les fake news, le harcèlement, le racisme, l'antisémitisme, l'agressivité ambiante. C'est des sujets évidemment que je ne nie pas, hein, qui existent, qui sont malheureusement bien réels, mais on a tendance à se focaliser vraiment sur ces points négatifs. Et moi, j'ai essayé de montrer qu'une tendance pour moi 2021, ce serait les réseaux sociaux qui reviennent à leur base, à leur raison d'être, c'est-à-dire la connexion entre collègues, entre potes, entre amis sur des sujets qui vous passionnent. Parce que si vous revenez au premier confinement, il y a des études qui ont montré que les Français s'étaient massivement réfugiés sur les réseaux sociaux et que pour près d'un quart d'entre eux, ils n'auraient pas pu envisager le confinement sans les réseaux sociaux. Donc, ça permet aussi de gérer l'incertitude, l'isolement, le stress, et puis ce fameux sentiment d'appartenance. Parce que ça aussi, il y a des études qui le montrent. Pour les plus jeunes, pour les moins de 30 ans, c'est très important d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté ou plusieurs. Et les espaces numériques en général, les médias sociaux, ça permet de faciliter ce sentiment d'appartenance. Donc, il y a tous les poids lourds des réseaux sociaux, dont certains vont permettre vraiment de bien échanger. On a vu que pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup d'échanges sur WhatsApp, c'est monté en flèche. Beaucoup de challenges sur TikTok. Pinterest aussi, dont on parle généralement, à mon goût, pas assez, sur lequel on vient beaucoup pour le ressenti positif. Et ça, c'était vraiment très chouette. Donc, les réseaux sociaux pour échanger, pour capter un peu de positif, de couleurs, pour s'entraider aussi. C'est un peu l'image de ce jeu qui cartonne toujours, Animal Crossing. On vient chercher des choses un peu constructives. Donc, pour moi, 2021, réseau social, il devrait être assez complice. On se focalise sur la réussite de l'individu et on favorise des communautés de pratique et des communautés thématiques au travers des groupes notamment. Et puis, c'est pas pour rien que, alors là, je déborde un peu le sujet, il y a la newsletter qui revient en force, enfin, c'est comme dans la mode, hein, c'est des cycles, et c'est parce que ça permet de facilement discuter après tout et prendre en compte ces fameuses communautés de pratique et des thématiques très, très poussées. Voilà ce que je voulais dire.
Quand on parle de l'art justement sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a, enfin, certains le disent, mais les community managers vont avoir un travail de fou, hein, c'est-à-dire qu'ils vont être repositionnés très stratégiquement et ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont devoir se poser la question comment ils travaillent sur leur communication, sur quoi ils peuvent communiquer et justement aller sur ces réseaux sociaux qui sont finalement revenus, oui, qui sont plus au centre depuis cette crise. La question, c'est est-ce que ça va durer ça? Parce qu'en fait, j'espère pour tous qu'on va bientôt sortir de ce pseudo-confinement, bref, hein, vous l'avez compris, qu'on sort de cette crise. Est-ce que ça va continuer au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que pour 2021, la fin de 2021, va être toujours orienté sur ces réseaux sociaux et les community managers ont un grand avenir devant eux? Nicolas? Alors, moi, je vois deux vacheries là-dedans et c'est pas que je souhaite être négatif, mais d'abord, quand on va pouvoir à nouveau aller éventuellement dans les cinémas, etc., la publicité va reprendre des espaces qu'elle a abandonnés. Je sais pas si vous avez déjà pris le métro il n'y a pas très longtemps. À Paris, par exemple, il y a les affiches de théâtre et en fait, les panneaux sont totalement vides. C'est assez déprimant. Normalement, il y a comme ça une espèce de mosaïque d'une quarantaine de pièces qui sont... Et là, il y en a 3 qui se battent en duel, mais qui sont des trucs oubliés il y a plus de 6 mois. Donc d'autres médias vont reprendre le relais et les médias sociaux vont perdre un peu de leur primeur quand on est tous à distance. Forcément, le monde numérique est beaucoup plus accessible et c'est pour ça qu'il a pris de la valeur. Le problème, c'est que je pense que autant le community manager a une valeur très importante et pour en avoir été un il y a très longtemps, c'est-à-dire à l'époque où c'était pas très écouté ni même compris ou même ça n'existait pas d'un point de vue de la sémantique. Le problème, c'est sans doute qu'il y a un déficit de compréhension des enjeux, c'est-à-dire qu'il y a des community managers qui doivent toujours expliquer qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, mettre du contexte. Et aujourd'hui, ce n'est pas un poste décisionnaire. C'est très embêtant parce qu'en fait, il y a des actions qui ont des fortes implications. Et aujourd'hui, on a beau faire, il y a quand même toujours un DIRCOM au-dessus, il y a toujours un dirigeant. Et eux n'ont pas forcément une pratique aussi intime ni une compréhension aussi profonde. Donc je ne suis pas très optimiste, il va falloir encore surtout beaucoup batailler et être très pédagogique et montrer des exemples, des contre-exemples, dire pourquoi c'est pas une bonne idée de faire ça. Arrêter avec les photos de groupe où tout le monde est autour de la table parce que c'est chiantissime. Se poser la question de si on partage ça, mais est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce qu'il vaut mieux segmenter, penser en termes de séquences? Est-ce qu'on va avoir des contenus un peu partout? La plupart des gens ne vont pas nous suivre et ne vont pas regarder tous nos contenus. Donc, si on raconte une histoire morcelée, est-ce que tranche par tranche, elle a du sens ou est-ce que ça devient décousu? C'est tout ça qu'il va falloir continuer à expliquer. Et c'est compliqué. Pardon, je te donne la parole après, Damien, mais parce que ça me fait réagir sur... alors, dans le guide, hein, je recherche mes pages. Page 17, il y a Céline Beckrich qui nous parlait justement de la tendance des vidéos très courtes. Ça reboucle avec ce que tu dis sur la notion d'animation, c'est-à-dire qu'on est plus dans du snack content, comme elle l'a présenté, et on est plutôt maintenant sur des vidéos entre 15 et 30 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des choses très très courtes. Donc TikTok, forcément, est-ce que c'est TikTok qui a influencé ou TikTok est venu de là? C'est après l'œuf ou la poule. Mais par contre, effectivement, il y a la question de toutes les marques qui nous suivent là aujourd'hui, et elles se posent la question, est-ce que je vais sur TikTok ou pas, sur ce format très court? Est-ce que c'est plutôt le format court ou TikTok? Voilà. Damien, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à cette nouvelle tendance. Je peux ne pas répondre à ta question et répondre aux questions des gens. Alors, écoute, on va faire comme ça. Je pose les questions et vous répondez à la question que vous souhaitez. Voilà, je vais répondre à ta question. Bien sûr, je vais y répondre à ta question. Mais je regarde en même temps les commentaires qu'il y a, les questions qu'il y a de la salle et c'est important d'y répondre, je pense. Mais c'est pour ça que tu es mon co-présentateur à l'IRFD. Tu es là voilà, pour ça, normalement. Je acte le truc, en fait, et je fais pas ce que tu dis. Donc, mais t'as l'habitude. Non, en fait, pour répondre sur TikTok, parce qu'il y a une question sur TikTok et quelqu'un qui s'y pointait du doigt que, voilà, c'est Philippe qui parlait de TikTok, qui demandait si ça allait continuer sa progression, et puis Loïc qui pointait du doigt que Reddit et Twitch avaient cartonné aussi cette année. Alors, TikTok, je pense que c'est toujours pareil. La question, c'est pas est-ce que les marques doivent aller sur TikTok. La question, c'est est-ce que vous avez quelque chose à y raconter, est-ce que vous êtes compatible avec la plateforme où vous voulez aller.
Si vous avez des choses à raconter, que vous pensez que vous êtes dans l'état d'esprit de la plateforme, allez-y. Si vous êtes costard-cravate et que franchement, c'est pas votre truc de vous décontracter, n'y allez pas. Non, mais je veux dire, moi je compare toujours la vraie vie. Et il y a un moment, si tu veux, il ne faut pas débarquer dans une soirée à Cannes en jogging. Voilà, si ton truc c'est d'être comme ça, faut pas aller. Voilà, il faut aller dans l'endroit où tu te sens à l'aise. Donc, par conséquent, il faut expérimenter. Ça, c'est un premier point. Ça peut être intéressant d'expérimenter. Mais après, il ne faut pas forcément courir toujours après la nouveauté. TikTok, Reddit, Twitch, Clubhouse, aïe, vite, il faut qu'on y aille. Ça me rappelle, il y a 10-15 ans, moi j'avais des boîtes qui me disaient faut qu'on aille sur Facebook. Ok, pourquoi? Et puis au bout du 4e pourquoi, la réponse c'était parce qu'en fait, le patron, l'ado du DIRCOM, il y est, et le DIRCOM a dit il faut qu'on y soit. Ou parce que le concurrent, le concurrent, ouais, c'est ça. Sérieux. Un classique. Et le concurrent, oui, mais le concurrent, très souvent, il y était en fait pour les mêmes mauvaises raisons. Donc, bien sûr, de l'eau a passé d'en dessous, mais je remarque que c'est toujours les mêmes réflexes. Donc, la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on a à y raconter? Qu'est-ce qu'on a à y raconter? Et après, à partir de là, on discute. Parce qu'il y a des bassins d'audience qui sont très, très diversifiés. Sur LinkedIn, on ne parle pas aux mêmes personnes que sur TikTok, en fait. Bien sûr. Oui. À chaque fois, il y a des bassins d'audience qui sont constitués, qui sont connus. On connaît le profil type. Et ça, chez Digimind, on a tous les panels pour savoir qu'est-ce qu'on trouve où. La communication, en fait, il faut revenir à des basiques. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas cet exercice. C'est qu'est-ce que j'ai à dire, comment et à qui. Est-ce que mon truc est pertinent? Et pourquoi Est-ce que le format vidéo est le bon? Par exemple, pour TikTok, hein, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Est-ce que le format vidéo est le bon? On y voit beaucoup de challenges. Est-ce qu'on lance un challenge ou est-ce qu'on en fait un soi-même en espérant de la viralité? Et est-ce que le public visé, c'est-à-dire des gens très jeunes, c'est celui que je veux? C'est une vraie question de fond, hein. Pour moi, c'est une question de fond sur 2021, alors qui a été abordée aussi dans le guide des tendances, je ne dirais pas par quelle personne, mais qui est page 32, c'est moi-même. Je vais me citer, je vais m'auto-citer. Mais c'est sur la notion, il y a un élément que, alors je ne sais pas si vous le partagez, mais là on est en train de le dire, c'est on doit se poser la question de à qui on va parler et où, mais surtout dans cette raréfaction-là, on sait que beaucoup d'entreprises vont justement, réduire pas réduire, justement, ils vont maîtriser leur budget de communication web, ils vont les maîtriser, ces budgets-là. Et donc, à un moment, on va revenir, ce que tu dis, Nicolas, revenir aux basiques et on va devoir se poser la question de où on investit et ce qui nous rapporte le plus d'argent. Parce que, soyons clairs, hein, si on communique sur Facebook, on communique sur d'autres ou sur TikTok, peu importe, c'est qu'à un moment, ça nous ramène quelque chose. C'est rare qu'une entreprise communique juste pour le bonheur. Un exemple de réussite très très forte, on a parlé de Reddit qui effectivement, alors pour le coup c'est un vieux réseau, très web old school avec des blagues, des contenus, le principe de fil d'information. Reddit a fait un coup extraordinaire cette année, ils se sont offerts 5 secondes de publicité pendant le Super Bowl. En fait, c'est un carton de texte avec un peu tout l'appareillage qui ressemble à un post Reddit. C'est extrêmement malin parce qu'en fait, le post est un peu long et donc c'est illisible en 5 secondes. Mais du coup, en termes de viralité, tout le monde a été le chercher, l'a lu, l'a partagé. Ça, c'est un coup de génie. Et Reddit s'est fait connaître encore plus, peut-être, avec l'affaire GameStop qui a affolé Wall Street. Ça, c'est le côté... la question de la pertinence de la plateforme et de ses usages, elle va aussi avec ce qu'on veut en faire. Reddit, c'est typiquement un truc qui est, on va dire, un 4chan propre, à peu près. C'est ça. On est dans les vieux forums, les vieilles réactions, c'est très ancien, et en fait, ça vient d'avoir une résurgence extrêmement forte. Le fait de faire une blague un peu potache, qui marche très fort et qui a des effets dans le monde réel, c'est ça la pertinence. Aller sur TikTok, ça peut être très sympa. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on y danse? Est-ce qu'on met de la musique? On voit bien que les médias cherchent aussi à toucher un nouveau public. Damien. Voilà, il faut mettre tout ça en cohérence et en résonance. Okay. Damien. Il y a un mot qu'il faut juste se poser comme question et qu'on oublie souvent, c'est pourquoi. Pourquoi vous voulez y aller? Non, mais c'est très con. Et en 2 mots même, en deux mots. Pourquoi et pourquoi. Voilà, c'est tout. Commencez par là, posez-vous déjà ces questions et ça ira très bien. Et justement,
je voyais Philippe Desjardins qui dit il est d'accord avec moi. Merci Philippe. Je vous aime beaucoup. Donc tu le cites. Non, mais qui dit, surtout il dit, je vois beaucoup d'effets de mode, beaucoup de CM qui plongent sur Clubhouse, etc. Alors, on va être très clair, les CM, c'est pas leur faute. Et je pense à Laura, là, Laura Ducastin. C'est pas leur faute, très souvent, c'est au-dessus. On leur dit, tu vas aller regarder ce truc-là parce qu'il faut qu'on y soit. Donc, il faut pas blâmer les CM. Et comme disait Nicolas justement tout à l'heure, très souvent, malheureusement, les CM sont en bout de course. C'est un peu dommage parce que justement, ils devraient être beaucoup plus, on va dire, impliqués dans la mécanique, la stratégie de l'histoire. Ça dépend. Il y en a certaines qui le font, je pense à Decathlon par exemple. Et sinon. Au Bouygues également. Ou Bouygues par exemple. Oui, tout à fait. Non, mais il y en a plusieurs qui font ça bien. Netflix en France, fait ça très bien aussi. Et sinon, attends, je regardais dans les questions, si tu permets, parce que il y avait 2 questions que je trouvais intéressantes peut-être à picorer. Je suis désolé. Mais pose tes questions. Pose tes questions. Je pense. La première, c'était toujours sur la question du format. Est-ce qu'il faut qu'on y soit ou pas? David qui demande est-ce que LinkedIn LinkedIn est victime de sa Facebookisation? Quel pourrait être l'avenir de ce réseau? À nouveau, LinkedIn, c'est le seul réseau B2B. Donc, LinkedIn a une position de fait qui est qu'il est inattaquable là-dessus. Il se Facebookise, oui, parce qu'il est obligé de ne pas se ringardiser, de ne pas trop vieillir. Donc, il est obligé de trouver un équilibre très subtil entre j'attire des nouvelles personnes et à la fois, je continue quand même à travailler avec l'existant. Donc, c'est compliqué, mais il faut avoir en tête que LinkedIn, derrière, ce n'est pas son business model. Hein. LinkedIn, il appartient à Microsoft. Et donc, il y a 3 pistes derrière. 1, il vend de la base de données RH. 2, il vend des outils aux commerciaux. 3, aujourd'hui, il est intégré en tant que base de données aux solutions Office de Microsoft. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, limite, il n'aurait pas besoin du réseau social pour gagner de l'argent. Mais bon, c'est sa vitrine. Mais aujourd'hui, le business de LinkedIn, ce n'est pas celui-là. Et deuxième élément qui est hyper intéressant, par contre, et je pense qu'il est relié à ce qu'on se racontait tout à l'heure sur la congruence des marques par rapport à leur communication et à ce qu'elles font, c'est Cécile Masson qui dit « de l'impact des comptes comme Balance ton agency, ta startup et tous les balances ton ou ta ». Et je pense qu'il y a un vrai truc hyper intéressant dans la lignée du MeToo derrière, qui est le fait que les bouches s'ouvrent sur les pratiques inacceptables qui se passent en start-up, en entreprise, dans les universités, certaines universités, écoles ou autres. Et c'est vrai que ça, par contre, ça correspond justement à la congruence des marques qui vont vous afficher un joli storytelling, une jolie histoire autour de la marque, comme par exemple Louis Yetu, coucou Louis Yetu, qui s'est fait dézinguer sur Balance ta startup, ou d'autres agences, par exemple. Et qui en fait, la vraie histoire, quand on lève le voile, n'est absolument pas celle qui est affichée devant. Et je pense que c'est bien qu'il y ait ce genre de choses-là, à partir du moment où c'est fait de manière, comment dirais-je, où on ne tombe pas dans le lynchage, mais à partir du moment où on tombe dans quelque chose qui est plus dans la provocation du débat, je pense que c'est assez intéressant aussi tu parlais du washing tout à l'heure, on en revient à ça, hein, Nico. Le washing, c'est bien aussi le story washing, d'essayer un tout petit peu de lever ça. C'est bien, tu as posé tes questions. C'est parfait. Moi, alors désolé, je veux essayer d'avancer un petit peu aussi dans le guide et je veux continuer à poser des questions et je vois que l'heure tourne. Il nous reste un quart d'heure. Je vais citer Damien. Alors désolé, je te redonne la parole, mais ça peut être. Ça peut être, mais ça peut être intéressant que les autres également réagissent. Page 60, Damien nous parle du télétravail, des webinars. En fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette tendance qui est de fond là actuellement, où on fait des webinars, où on fait du télétravail, enfin, on fait des visios en permanence avec nos clients ou nos prospects, est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est une tendance de fond? Et j'ai essayé de retrouver un autre élément, mais voilà, c'est pas grave, je retrouverai. Voilà, question. Est-ce que tu penses que ça va être l'avenir? Et merci de poser pour Christophe et également Nicolas, merci d'intervenir. Christophe qu'on n'a pas trop entendu, donc ça peut être intéressant. Et je crois que chez Digimine, vous êtes quasiment tous en télétravail, notamment actuellement. Donc, et ça a eu un impact aussi peut-être sur l'immobilier des entreprises. Voilà. J'ai un cas concret à raconter. Il n'y a pas très longtemps, j'animais une table ronde pour une célèbre marque de cyberdéfense où un fantôme a le droit de prendre les remontées mécaniques, on va dire, Kaspersky. C'est consternant comme jeu de mots, mais je l'ai placé, c'est bien. Non, c'est bien. Et en fait, il y avait juste avant une conférence de presse avec des résultats, une nomination, des éléments chiffrés.
et après 2 tables rondes. Et on était en multiduplex, c'est-à-dire que les journalistes pouvaient venir sur place. On leur faisait livrer un petit déjeuner s'ils le souhaitaient, chez eux s'ils le voulaient. Et ce qui veut dire aussi que c'était flex, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir ou ne pas venir, et même changer de choix plus ou moins à la dernière seconde, ce qui est arrivé pour 2 d'entre eux. Et tous ceux qui sont venus nous ont dit ça fait du bien de voir des gens en vrai. Alors, on était tous masqués, on respectait les distances, etc. Mais on est content de voir du monde. Et je pense que tout le monde sera très content de revoir du monde autant que possible. Alors, avec peut-être des trucs qui vont s'adapter, moins de monde dans des salles plus grandes, des systèmes flex. Tout ce qui est certain, c'est que j'ai travaillé avec le studio Dynamique pour avoir des vrais cadreurs, un vrai monteur, quelqu'un qui nous fait quelque chose de propre. On en a ras-le-bol des trucs filmés un peu n'importe comment. On en a soupé, ça fait 1 an en fait. C'est très très long. C'est très très long. Là, il y avait une belle lumière, c'était bien préparé, on avait des positions, il y avait des cadrages, des transitions, des split screens quand 2 personnes se parlent, il y avait des gens qui étaient à distance, en présence. Quand c'est bien fait, en fait, on a fait de la télé avec des budgets très différents, et je pense que c'est ça qui a plu, c'est qu'à un moment, ça ressemble à quelque chose d'agréable, ça demande beaucoup d'efforts, mais quand on voit quelque chose de fluide, voilà, on a un certain plaisir et non pas un déplaisir. Damien, du coup, ou Christophe. Okay. Je te laisse la parole après Christophe. Pour rebondir sur ce que dit Nicolas, effectivement, je pense que et pour revenir sur ta question, Christophe, le point, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le premier confinement nous a tous pris de court et donc on a expérimenté des trucs. On a testé des choses et c'est normal. Et donc, c'est comme un balancier. Le balancier, il part très très loin d'un côté, puis à un moment, il part de l'autre côté, très très loin, et puis à un moment, il va se stabiliser quelque part. Donc la vérité, elle n'est jamais blanche ou noire, elle est dans la zone de gris. La question, c'est dans quelle nuance de gris elle va s'arrêter. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas encore trop. Le fait est que, moi, je crois beaucoup à la synchronicité. Et le fait est que ces outils-là de live ou autre nous aident, comme aujourd'hui, par exemple, à recréer une certaine synchronicité que l'on n'a plus, malheureusement, parce qu'on n'a plus de machine à café. Et donc, le fait est qu'il y a déjà cette notion-là qui, à mon avis, va perdurer. On va garder, même s'il y aura peut-être une décrue des webinars, même s'il y a une décrue des lives divers et variés, on va garder une habitude. Parce qu'on a prouvé un truc tout con, c'est que le télétravail, c'est possible. Donc, enfin, ça y est. Donc, par conséquent, il y aura des gens qui seront à distance. Et ce qui était avant vécu comme une exception va devenir une règle. Autrement dit, ah bah oui, la distance, bah, c'est plus un problème. Alors qu'avant, c'était, ah ouais, t'es à distance, ok, on va faire une visio, mais ça nous fait chier. Là, maintenant, ce sera par défaut. Au contraire, on prendra des modes flex, comme disait Nicolas. Après, je pense que, et je vois que j'essaie de répondre à 2-3 commentaires que je vois au passage. Le fait est que je pense que dans le web, en général, il y a toujours 2 choses à avoir en tête. Le temps court et le temps long. Le temps court, c'est le temps de l'expérimentation. Il faut tester des choses, il faut essayer des trucs, il faut y aller, il faut se lancer, aller sur Clubhouse, faites un TikTok, testez des machins, faites de la visio, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. Par contre, il y a un moment où il faut essayer de professionnaliser le truc. C'est ce que j'appelle le temps long. C'est en fait la question de se poser, mais à quoi ça nous sert? Le pourquoi et le pourquoi. Et c'est là où je reviens vers ce que dit Nicolas, c'est que pour que ça perdure, il faut que ça gagne en qualité, il faut que ça gagne en lisibilité. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de faire des trucs à l'arrache où il n'y a pas une belle lumière, où il n'y a pas un beau cadrage, où il n'y a pas un bon son. Il faut se dire, voilà, il faut se donner les moyens. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai vu des boîtes qui voulaient faire des événements clients, mais en se disant, c'est de l'Internet, donc bah, super, on va pouvoir réduire les coûts. Ben non. Certes, vous n'avez plus l'espace à louer ni les petits fours, ça c'est bien, mais il va falloir investir dans de la caméra, il va falloir investir dans de l'animation, il va falloir investir dans quelque chose qui va être construit et qui va nécessiter de faire en sorte que ce soit pro, parce que vous allez devoir compenser quelque chose qui n'est plus là. Et voilà, et donc regagner en proximité par ce biais-là. Donc, il faut réinventer les formats. Et c'est véritablement, juste pour finir ça, je pense que le live, quel qu'il soit, audio, vidéo ou autre, permet de recréer cette proximité et synchronicité, mais il ne faut pas croire qu'on peut le faire comme ça en improvisant, en se disant qu'on va y arriver. C'est véritablement des vraies compétences. C'est pas parce que vous savez écrire que vous savez faire des tweets ou de l'animation d'une timeline. Il faut effectivement y mettre les moyens pour que ça soit quelque chose de qualitatif. Christophe, toi, par rapport
par rapport à ce sujet, tu as une réaction peut-être? Chez Digimind, justement, on est 100% télétravail, mais comme on est des êtres humains, on a la possibilité, quand on le veut, de venir au bureau pour justement voir des êtres humains et échanger. Ça, c'est important. Et comme disait à la fois Nicolas et Damien, il faut que ce soit bien fait, le télétravail. C'est-à-dire que on parle de live, etc. Ça s'applique aussi, à mon sens, aux réunions, c'est important. On n'est pas fait pour suivre des réunions de 4 heures en visio derrière son écran. C'est comme si on s'enfermait dans une salle de cinéma pour voir 3 Star Wars à la suite. Au bout d'un moment, vous allez fatiguer, mais c'est du divertissement. Une réunion de 4 heures, c'est pas possible. Ça nous apprend à faire des réunions plus courtes, plus efficaces, à mettre des temps de respiration, de pause, d'échange, des moments de dégel. Donc, il faut être beaucoup plus pro aussi pour les réunions. Et il faut mixer les choses si on peut, du présentiel, du distanciel, et puis dans les réunions aussi marier différentes choses, du dialogue, de la conversation, et pas seulement des personnes qui ont parlé pendant 2 heures. Là, c'est pas possible. Je voudrais revenir sur le. Attention à ça. Pardon, je reviens sur le guide, page 8. Il y a Maria Mercanti-Guérin qui dit quelque chose de très intéressant. C'est actuellement, je ne me demande pas de réaction parce que je voudrais passer à un autre sujet après. C'est WeChat et DingTalk qui sont de Alibaba, pourraient s'imposer comme des universités virtuelles gigantesques. Ils sont en train de mettre en place des choses en Chine sur ce modèle-là. Et je trouve que c'est. Alors, on parle de 4 heures. Tu disais 4 heures en visio, c'est embêtant. Pensez pour les étudiants actuellement qui, effectivement, sont souvent en visio. Et j'ai l'impression que c'est une tendance qui va malheureusement peut-être s'ancrer. Donc, voilà. Peut-être parce que la tendance vient de Chine avec des gros faiseurs. À voir ce qui se passera par la suite. Il nous reste très peu de temps. Donc, il y a 2 sujets qui m'intéressent. Il y a Stéphane Contrepoids, page 48, qui nous parle du recentrage sur les clients existants. Enfin, en fait, les marques vont devoir se recentrer sur les clients existants et le passage à la personnalisation, voire à l'hyper-personnalisation. En fait, je trouve ça intéressant sur l'approche parce que ça reboucle à ce que je disais tout à l'heure, les budgets qui vont être peut-être contraints, et à ce moment-là, on va peut-être aller travailler plus nos clients, que les marques vont aller travailler plus leurs clients que d'aller en chercher des nouveaux. Ça sera peut-être plus intéressant et ça valorisera. Rapidement, une réaction par rapport à cette notion d'hyper-personnalisation. Je suis désolé, on passe d'un sujet à l'autre, mais c'était l'idée. Pour moi, juste très brièvement, j'y vois la raison du retour de la newsletter. C'est un canal privilégié, loin du bruit des réseaux sociaux. J'ai choisi de la recevoir grâce à la vertu du RGPD. Et donc, ça me permet d'avoir un dialogue ou un échange qui peut être personnalisé quand c'est bien fait. Ok. On voit qu'il y a un autre truc qui peut poindre là, c'est que Twitter se pose la question d'avoir… Aujourd'hui, il y a un algo et il se pose la question d'en faire plusieurs. Ouais. On voit bien que cette question de personnalisation, elle arrive même sur des endroits où on ne s'y attendait pas du tout. C'est très intéressant à suivre. C'est-à-dire qu'en fait, on va laisser à l'utilisateur un vrai choix stratégique, que ce soit un système de persona ou de typologie, mais on lui donne de plus en plus le choix et ouais, c'est un vrai mouvement de fond. Il y a personnalisation, pour rebondir sur ce que dit Nicolas. Si on va, là, le TF1 a annoncé que CJT allait tenter la personnalisation. Parallèlement, ils vont se mettre sur Twitch, ils ont vu que Samuel Etienne, ça marchait bien sur France Télévisions, j'imagine, sur TikTok aussi. Donc, on va être sur l'hypersegmentation et personnalisation avec toutes les problématiques derrière de l'achat d'espace. Donc, comme ce que disait Jack Dorsey sur Twitter, c'est très séduisant, mais après, il faudrait que la publicité suive derrière, sinon ce ne sera pas viable. Alors, il y a 2 trucs. Il y a la pub elle-même et il y a aussi la cohérence globale du message. Parce qu'à un moment, si on ne vit pas tous la même chose, comment est-ce qu'on s'assure que… Comment on pense une campagne? Est-ce qu'on pense une campagne un peu comme les films ou les livres dont vous êtes le héros avec plusieurs fins possibles, plusieurs passages possibles? Ça pose des questions assez complexes en termes d'organisation et aussi de messages cohérents. Black Mirror a tenté ça, plusieurs fins possibles à travers. Oui, ça a bien marché d'ailleurs.
y a un sujet enfin, qui alors pour le coup, vient d'être abordé et il est un peu abordé aussi dans le chat. Damien, tu parles de la newsletter. Je pense qu'effectivement, ce sujet de la newsletter est un élément où vous parliez justement pour pouvoir envoyer. C'est très intéressant. Cette partie-là, la newsletter peut être très bien faite, très bien travaillée. Moi, j'avoue, perso, j'en lisais plus tellement et j'en relis depuis. Voilà. Et je voudrais en donner une parce qu'on la partage avec Damien, peut-être avec les autres, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas d'action chez eux. C'est Tech Trash. Vous regarderez. Bien sûr. C'est une superbe newsletter qui vous parle justement J'adore. Et finalement, c'est une bonne continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il vous donne des tendances, mais semaine par semaine, et il décrypte aussi le bullshit ambiant sur des sujets qui n'ont aucun intérêt. Je trouve ça intéressant. Vraiment, si vous avez une newsletter où vous devez vous abonner cette année, c'est Tech Trash. Et je leur fais, je sais pas comment faire, mais je voudrais qu'un jour on les ait en webinar parce que moi j'adore cette newsletter. C'est un appel et mon petit gazon aussi, MPG, je cherche. Voilà, je fais ma pub, je fais mes questions, mes appels. Si quelqu'un a MPG, je suis intéressé aussi. On va terminer alors, rapidement, allez, en 1 minute. 2 minutes, allez. Il y a quelqu'un qui nous a fait, dans page 24, c'est Camille Jourdain, qui nous a, alors il a parlé beaucoup de choses, c'est un des plus longues interventions, je crois, du guide. Et donc, page 24, Camille Jourdain, il nous parle des tendances de l'influence marketing. Et il y a un sujet qui est très présent, c'est les micro-influenceurs. C'est vraiment un sujet très présent et a priori, c'est une des tendances. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que les marques doivent se tourner vers des micro-influenceurs plutôt que des influenceurs, on va dire, très présents déjà ou très impliqués? Bon, je retrouve plus mes mots, vas-y. Très brièvement, moi j'ai un problème avec les influenceurs. Le nouvel an à Dubaï, on a vu quand même des choses assez consternantes. Ça a laissé une très sale image. Et je pense qu'il y a un énorme malentendu. Les marques font des placements produits, mais un placement produit, c'est quand on a une star. Les influenceurs, jusqu'à preuve du contraire, ne sont même pas des porte-parole. Ils ne mettent pas en avant les marques correctement. Ils font juste un bête placement produit. Donc, avant de se poser la question des influenceurs ou micro-influenceurs, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ce ne sont ni des égéries, ni des stars. Il va falloir penser à être un peu plus profond et sincère dans ce qu'on raconte. Damien? J'ai fini. Je vais dans la continuité de ce que dit Nicolas. Pour moi, aujourd'hui, les marques réfléchissent très souvent d'influenceurs dans une logique de placement de produit. Pour moi, le gros travail d'un influenceur, et ça demande du travail, du temps, c'est ce qu'on appelle la collaboration. C'est véritablement faire en sorte d'arriver à marier l'esprit de l'influenceur, son savoir-faire, parce que pour moi, ce sont des créateurs de contenu avant tout, qui ont une audience. Avec micro-influenceur, veut dire qu'il a une petite audience, mais une expertise ciblée. Grand influenceur, c'est-à-dire qu'en gros, c'est TF1. Il touche plein de gens. Mais pour moi, ça ne s'oppose pas. C'est votre stratégie. C'est comme quand vous faites une stratégie de communication. Vous allez cibler aussi bien un petit média qu'un grand, mais vous voulez pouvoir arroser en fonction des gens que vous voulez toucher. Donc, la question n'est pas micro, machin. Pour moi, c'est des couches. En fonction de ces différentes couches, vous allez adapter ce que vous voulez faire et la collaboration que vous voulez aller avoir avec eux. Et je pense que c'est avant tout cette logique de collaboration et pas uniquement regarde mon produit comme il est beau, parle-en s'il te plaît, merci. Effectivement, il faut parler de créateurs de contenu, c'est un élément important. C'est peut-être plus des influenceurs, mais ce sont des créateurs de contenu. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai découvert dans le guide, et vous l'avez à l'écran, vous n'hésitez pas à le télécharger. En fait, il y a une école spécialisée en influence qui devrait être créée en 2021. Mais là, on tombe, je veux dire, faut arrêter, quoi. C'est un moment. Il y a une école du podcast, il y a une école du podcast, il y a une école de l'influence, il y a une école de. Bref, voilà, je voulais dire. Christophe, peut-être, ce que je propose, c'est que Christophe, tu aies le mot de la fin pour la conclusion. Après, je reprendrai le terme. Totalement legit. Je reprendrai après pour annoncer des choses. On est quasiment dans le timing, il est 11h. Et Damien va être en retard sur son Clubhouse. Alors, conclusion, mot de la fin, c'est dur, non? Faites de la veille pour essayer d'absorber, d'analyser les tendances et vous inspirer, vous aiguillonner un petit peu au quotidien. C'est ça qu'il faut faire. Évidemment, vous pouvez télécharger le guide, mais pour vous inspirer, il faut tester, puis lire beaucoup aussi. Je pense que on est tous d'accord là-dessus. Un mot pour conclure, Nicolas, Damien. Un mot. Ah oui, c'est pas évident. Poutre. Cohérence.
Très bien. Congruence, je suis d'accord avec Nicolas. Et expérimentation, voilà. Ok. Moi, c'est plutôt le pourquoi. On en a. J'attendais d'aller là-dessus, mais. En un mot ou deux mots, prenez le pourquoi de vos actions digitales et vous allez voir, ça va amener plein de choses. Alors, le prochain webinar, je fais notre pub, ce sera donc pour l'IREBD 2021, puisque nous sommes dans l'IREBD 2021. Le prochain webinar aura lieu le 23 mars à 10h et nous aurons la chance de traiter d'un sujet qui est intitulé « Comment Europa Park et la Cité du Train de Mulhouse ». La Cité du Train de Mulhouse, c'est un musée, comme son nom l'indique sur le train, mais qui est magnifique et il est à voir. Venez à Mulhouse. Je refais le titre. Comment Europa Park et la Cité du Train animent leur communauté alors qu'ils sont fermés. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, ils ont des contraintes. Donc, on aura Julien et Sébastien Gantzer et Julien Proderuti qui interviendront. Ils sont déjà intervenus à l'IRFD, ils reviennent. Voilà. Je voulais remercier Thibaut pour l'organisation. Thibaut, il se cache quelque part, mais merci pour l'organisation, Thibaut. Merci à Christophe et Digimind pour ce guide annuel qui est toujours très intéressant et merci de nous avoir associés à ce guide. Merci aussi à Damien et Nicolas pour leur participation. Et puis, il me reste à remercier tous les participants, donc n'hésitez pas. Le replay du live va arriver très prochainement, normalement dans les secondes qui arrivent ou dans les minutes. Et après, vous le retrouverez aussi sur YouTube. Messieurs, je vous remercie. On va clore ce webinaire et je vous dis, je vous souhaite encore une bonne année 2021, on a encore le droit. À très bientôt. À bientôt. Bye à bye, bientôt à à tous. bientôt. Au revoir. Ciao.